Bonjour à tous. Donc, merci de vous être connectés ce matin pour qu'on puisse vous accompagner sur le webinaire qu'on organise donc, de 10h à 11h30 donc, sur comment structurer durablement votre stratégie QVCT et embarquer les équipes. Et donc, j'ai l'honneur de vous présenter donc, nos experts en interne et en externe, à qui je vais laisser le micro pour se présenter. Donc, je serai le maître de cérémonie. N'hésitez pas donc à couper vos micros, bien évidemment, et puis de pouvoir poser vos questions dans le chat, et on y répondra donc au fur et à mesure. On est là justement pour éclairer vos lanternes et vous accompagner sur ce type de démarche. Donc, je vais laisser le micro déjà à Paulina pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ma part, Paulina Pelagina, je suis responsable du pôle QVCT chez Préventé Consulting, psychologue du travail de formation, et donc j'accompagne nos clients sur leur démarche QVCT. Je passe la parole à Pierre-Étienne. Ou à Cyril peut-être, d'abord. Comme tu veux, Cyril. Eh bien, je prends la main. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Cyril. Je suis le responsable national santé et conditions de travail chez IKEA. Et Pierre-Étienne. Et Pierre-Étienne Bost. Moi, je suis directeur chez OpinionWay, l'Institut d'études et de sondage. J'anime particulièrement un pôle dédié aux transformations du travail qui réalise à la fois des enquêtes internes auprès des collaborateurs et puis des enquêtes externes sur des thématiques et des populations variées, comme celle dont on va parler dans un instant. Moi, je suis Marjorie Dumont-Crisolagos, donc je suis la fondatrice et la CEO de Préventec Consulting, donc depuis bientôt 22 ans. Là, le 30 avril, on fête nos bougies. Donc, effectivement, le webinaire va se composer donc, en 3 étapes. Donc, la première étape, on laissera le micro à Pierre-Étienne, avec qui on a fait une enquête nationale justement sur la QVCT. Donc, on va pouvoir auprès de DRH et de collaborateurs, donc il va vous expliquer tout ça dans quelques instants. Et donc, on va pouvoir vous présenter les résultats de cette enquête qui a été menée donc, par OpinionWay. Dans un deuxième temps, je laisserai la parole donc, à Paulina, qui est experte, comme vous l'avez pu le voir, sur la QVCT, donc, pour pouvoir effectivement vous présenter les démarches QVCT et puis ce qu'il faut faire et pas faire, et puis comment mener une stratégie QVCT au sein de vos organisations. Et pour finir, on trouvait ça plutôt intéressant de pouvoir conclure ce webinaire avec un témoignage client. Donc, on a l'honneur effectivement d'avoir Cyril, qui a accepté notre invitation. On travaille avec IKEA France donc, depuis 2009 sur des stratégies QVCT vraiment très complètes, sur un écosystème très intéressant, donc magasins, donc ce qu'ils appellent des unités et des entrepôts, peut-être qu'ils s'appellent des dépôts. Et donc, du coup, ça va être très enrichissant parce qu'on aura à la fois la partie chiffres, enquête nationale, les éclairages de Paulina sur comment mettre en place une stratégie QVCT, et ensuite Cyril qui conclura effectivement avec, il le vit de l'intérieur depuis, alors pas directement avec Cyril depuis 2009, mais en tout cas il connaît très très bien effectivement toute la mise en place de ces solutions. Et donc, ça vous permettra d'avoir des éclairages de l'intérieur sur des gens qui font beaucoup de choses en QVCT. Donc, je vais laisser la parole, donner le micro donc, à Pierre-Étienne pour qu'on puisse effectivement avancer sur la partie études et les résultats de l'enquête. Je te laisse le micro. Merci Marjorie. Quelques mots pour introduire cette enquête, qui est une enquête toute récente, puisque vous le voyez, le terrain a été réalisé en janvier dernier, auprès d'un double échantillon. Marjorie l'annonçait, et c'est tout l'intérêt de cette étude, d'avoir cette logique de miroir entre, d'une part, un échantillon d'un peu plus de 300 décideurs et responsables RH et 1 millier de salariés, donc dans des organisations de 10 salariés et plus, secteur privé et public, ce qui permet de cerner comme ça, de manière réciproque, l'appréhension des politiques de QVCT. Alors, un petit mot de note de lecture. Vous le voyez en bas à gauche, et en fait, dans certains slides, vous verrez qu'au-delà des chiffres principaux, il y aura des petites mentions en vert et en rouge. Ce sera pour signifier que pour certaines sous-populations indiquées, il y a des résultats significativement, d'un point de vue statistique, différents de la moyenne et qui peuvent attirer un peu notre regard. On en parlera. Alors, on va commencer par des éléments de perception du contexte par nos responsables RH interrogés. Un contexte d'évolution assez majeur relevé par les RH quand on les interroge sur
finalement, c'est l'évolution en termes de QVCT sur les dernières années. Vous le voyez, ce qui ressort le plus, pour près de la moitié d'entre eux, c'est ces aspects d'évolution, d'augmentation des attentes individuelles, de ces aspects de recherche d'équilibre, vie pro, vie perso, et puis l'évolution du contexte général autour de la montée de sujets comme la santé mentale, de problématiques comme l'absentéisme et le turnover, et globalement l'évolution des modalités du travail. Donc on sent bien que pour les RH, la QVCT est quand même un sujet qui est très lié à l'évolution du travail de manière générale. Et quand on les interroge un peu plus loin sur le niveau de priorité que peut avoir la QVCT parmi l'ensemble des enjeux de gestion des ressources humaines, bien vous le voyez, pour plus des 2/3 d'entre eux, c'est un sujet clairement prioritaire, que ce soit assez prioritaire ou très prioritaire. Alors toujours avec des nuances, vous le voyez dans la distribution des résultats à gauche, un peu moins d'1 sur 5 juge ce sujet comme très prioritaire et central. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir pour la première fois cet effet miroir, puisque à droite du slide, vous avez les résultats à la même question pour les salariés. Et vous le voyez, comme on le verra un petit peu en fil continu, un léger décalage de perception, où on a 12 points de moins en termes de perception comme étant un sujet prioritaire pour la QVCT de la part des salariés. Alors cet aspect, on va le trouver quand on rentre un peu sur les domaines d'action, qu'il s'agisse des domaines d'action ou des dispositifs de prévention mis en place. On va voir que ce décalage réel de perception entre RH et salariés se creuse. Ici, sur cette question simplement de connaissance et de notoriété des principales actions mises en place dans son entreprise et son organisation, vous voyez le top 5 de ces actions pour les décideurs à gauche. Alors, vous voyez des chiffres qui montrent à 40%, 39% pour les premières actions qui sont autour de l'équilibre pro-perso, de la mise en place de dispositifs de prévention en santé, qu'elles soient mentales ou physiques. Vous le voyez à droite, la perception des salariés est très inférieure. On est quand même 10 points de moins pour les aspects les plus identifiés, qui sont autour de ces mêmes sujets de favorisation de l'équilibre et puis de mise en place de dispositifs de santé, avec, si on voit un petit peu dans les nuances, encore un décalage sur les aspects de la santé mentale qui ressort assez fortement chez les RH et qui reste en retrait par rapport aux dispositifs de santé physique pour les salariés. Et si on va sur les dispositifs plutôt de prévention, avec toujours cette question de notoriété, de savoir si ces éléments sont mis en place, là encore à gauche sur les décideurs RH, vous voyez un certain nombre de dispositifs qui sont présents. On a 2,3 qui sont cités en moyenne, avec des éléments très clairs liés vraiment à une politique tout à fait spécifique, notamment la présence d'un responsable santé et sécurité au travail, le fait d'avoir un suivi des indicateurs, l'organisation de campagne. Vous voyez beaucoup d'éléments qui sortent à plus de 30% de taux de réponse de mise en place. Et là, on va retrouver ce léger décalage quand même du côté des salariés, où effectivement, il y a un élément qui ressort, c'est qu'on sait bien qu'il y a un responsable, qu'il y a quelque chose d'organisé, mais sur les dispositifs vraiment de prévention, on voit ce décalage quand même par rapport à ce que peuvent nous dire les responsables RH. Et avec un élément qui est quand même le plus frappant, c'est celui qui est indiqué en bas, c'est que plus de 1 sur 5 des répondants salariés ne sait tout simplement pas citer un dispositif de prévention en place dans son entreprise. Alors, on va voir que si on rentre dans la logique de ces actions et un petit peu la philosophie qui préside à la mise en place de politiques QVCT, donc auprès de nos RH, on a des logiques finalement assez contrastées, qui sont certes d'abord de prévention des risques, vous le voyez, c'est cité par plus de 40% des répondants, et c'est l'orientation principale, la première citée pour un quart d'entre eux, mais on voit aussi qu'il y a des enjeux de conformité réglementaire, et ça c'est particulièrement le cas pour les entreprises un peu plus petites, pour lesquelles il y a cet enjeu d'être sûr d'être dans les clous. Il y a des enjeux plus globaux de promotion de la santé, mais ce qui est frappant, c'est que vous le voyez beaucoup plus en bas du slide, la notion d'être un levier de performance globale est beaucoup plus secondaire, cité par seulement 20% de l'ensemble des répondants RH,
et c'est seulement pour un peu plus d'1 sur 10, 13%, que c'est une orientation principale. Donc ça, c'est assez frappant. Et probablement parce que l'approche de la cuvicité est toujours en fait dans une forme de tension entre deux injonctions qui pourraient parfois être contradictoires, une tension entre une justification de principe liée au risque humain et une forte contrainte héroïste qui n'est pas forcément facile à répondre parce que c'est pas si simple que ça de piloter clairement sa politique QVCT pour nos responsables RH. Alors, vous le voyez d'abord tout à gauche, hein, le premier chiffre, c'est que effectivement, le fait de pouvoir démontrer un retour sur investissement des actions de QVCT est une attente importante pour 70% de nos répondants au sein de leur organisation. Mais à droite, quand on regarde, quand on propose un certain nombre d'affirmations à propos des actions de QVCT à nos RH et qu'on regarde à quel point ça correspond à ce qu'ils observent dans leur propre entreprise, dans leur propre organisation, on va voir encore plus cette tension, puisque en face de ce 70% de contraintes héroïstes, on a 80% de nos RH qui nous disent aussi que, bah oui, chez eux, le risque humain justifie par principe toute action favorisant la QVCT. Et en même temps, la direction attend des preuves tangibles des résultats, pour 73%. Et on le voit dans toute la partie basse du slide avec des items qui étaient inversés, qui montrent toutes les difficultés rencontrées, le fait que les bénéfices humains sont difficiles à valoriser, le fait qu'il y a un manque de ressources pour piloter efficacement, le fait qu'il y a un manque d'indicateurs clairs pour arbitrer entre les différentes actions, sont des sentiments partagés par une très large majorité. Vous voyez, près de 2/3 et 3/4 des répondants RH. Donc vraiment cette tension entre prouver l'efficacité, avoir une contrainte de retour sur investissement et finalement un enjeu de santé qui demande à y aller presque sans justification. Et alors quand on rentre sur l'appréciation de ce qui est mis en place, qu'on aille de l'adéquation générale à une efficacité, on va voir que le jugement se fait de plus en plus sévère. Vous voyez sur la partie gauche du slide, ici on a la question de savoir si la QVCT est gérée dans l'entreprise en adéquation avec les enjeux et les défis actuels de l'entreprise. On est vraiment sur un ordre assez général, avec là encore notre effet miroir. Et là, on a bien 3/4 de nos répondants RH qui trouvent qu'effectivement, c'est en adéquation avec les enjeux et les défis. En même temps, si on veut être un peu nuancé, on s'aperçoit qu'il y a quand même un gros ventre mou, si je puis dire, de 59%, qui est plutôt sur un jugement, il manque un petit peu la légende, de oui plutôt et pas oui tout à fait. Et puis alors, quand on regarde la perception des salariés sur la partie basse, là, on a une vision un petit peu plus dégradée. On n'a plus que 2/3 et plus 3/4 qui trouvent que c'est en adéquation avec les enjeux et défis actuels de l'organisation. Sur la partie droite du slide, on va sur quelque chose d'un petit peu plus spécifique. On pose la question de l'adéquation de la politique QVCT aux attentes des collaborateurs. Et là, c'est déjà frappant que même pour les décideurs RH, on a déjà une petite dégradation, on perd presque 10 points par rapport à l'adéquation avec les enjeux et défis généraux. 68% qui nous disent que c'est soit globalement, soit complètement en accord avec les attentes des collaborateurs. Et là, vous voyez encore plus le décalage de perception des salariés qui sont à peine un peu plus de la majorité à partager cet accord sur l'adéquation à leurs attentes. Et puis, si on va encore un petit peu plus précisément sur le jugement de l'efficacité des dispositifs qui sont déjà mis en place, là, on a des notes de 0 à 10 qui sont présentées pour les décideurs RH à gauche et pour les salariés à droite. Et il faut savoir que dans les enquêtes, comme ça, quand on fait noter sur 10, on a tendance à considérer qu'une bonne note est à partir de 7 sur 10. Et là, vous le voyez, même du côté des décideurs RH, on est un petit peu en dessous de ce palier du 7 sur 10. On est à une note moyenne de 6,6 sur 10, avec des écarts. Vous le voyez, même sur cette note moyenne, dans les plus grandes entreprises, celles qui ont 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou plus, on est sur une note qui va passer ce cap du 7 sur 10, 7,1 sur 10. Mais au final, quand on regarde la distribution des notes, vous le voyez là, de 0 à 10, on voit que c'est finalement un peu moins de 60% de nos répondants RH qui donnent des notes correctes et bonnes de 7 et au-dessus. Et puis, vous le voyez à droite, le jugement est encore plus sévère pour les salariés,
ce qui est assez logique, hein, on a une notoriété, une identification moindre des actions mises en place, on l'a vu précédemment. Et donc là, la note moyenne est de 6,1 sur 10 seulement pour l'efficacité des dispositifs pour les salariés. Et donc, à peine plus de 50%, 52% qui donnent des notes de 7 à 10, et quand même un pôle important d'un salarié sur 5 qui va donner vraiment des mauvaises notes de 4 et en dessous. Et alors, si on cerne un petit peu le ciblage des actions de QVCT menées, c'est intéressant parce que si bien sûr nos responsables RH nous répondent qu'elles sont principalement destinées à l'ensemble des collaborateurs de manière générale, on va voir qu'il y a des populations qui sont un peu en retrait même des équipes RH. Ce sont, vous voyez, les managers de proximité et même les cadres dirigeants qui arrivent beaucoup plus en retrait comme cible spécifique des actions QVCT de l'entreprise et des organisations. Et c'est assez frappant parce que dans la slide suivante, on va voir que parmi les principaux freins identifiés par nos RH pour que la QVCT devienne un enjeu vraiment transverse, vous le voyez sans surprise, il y a des éléments liés à la charge de travail, c'est ce qui ressort en premier, mais aussi en quatrième au manque de ressources. Et j'ai presque envie de dire, qui ne va pas nous dire qu'il manque de ressources pour finalement mettre en place une de ses priorités? Mais ce qui frappe surtout particulièrement, c'est les items en 2 et 3, c'est le fait que parmi ces freins, il y ait la non-priorisation du sujet par la direction et les difficultés à mobiliser le management ou les équipes. Donc là, on a vraiment cet enjeu de finalement une mobilisation qui n'est pas là, mais finalement, on vient de voir que peut-être il y avait un défaut de ciblage auprès de ces populations clés pour faire de la QVCT un enjeu réellement transverse. Et ça, c'est assez frappant parce que ça pose la question des ressources, et notamment des ressources externes pour mener une politique de QVCT. Et là, quand on interroge nos RH sur leur perception de l'offre actuelle, de dispositifs et de prestataires QVCT disponibles en externe, eh bien finalement, il y a un résultat assez mitigé en termes de clarté. Vous voyez, on a quand même un peu moins de 50%, 48% qui estiment que l'offre actuelle est claire, donc une majorité pour laquelle l'offre actuelle est abondante ou confuse, presque un quart, 13 plus 12% qui la trouvent très abondante, mais opaque ou même complètement confuse. Et un élément assez frappant de ce point de vue-là, c'est qu'il y a vraiment chez nos responsables RH un manque de connaissances et de notoriété, même des dispositifs de subvention et d'aide financière pour accompagner leurs actions de QVCT. Alors certes, vous voyez, il y a une majorité, presque les 2 tiers, qui me disent oui, on sait que ça existe, mais seulement 22% vous nous répondre oui, nous savons que ça existe et nous les utilisons régulièrement. Donc vous voyez un petit déficit là aussi de capacité à utiliser les leviers disponibles pour pousser leur politique QVCT. Et finalement, dernier chiffre qui est un peu sans surprise par rapport à ce tableau que nous venons de dresser, un niveau de confiance dans la capacité de l'entreprise ou de son organisation pour traiter les enjeux de QVCT dans le futur, qui est relativement modéré. Vous le voyez à gauche pour les décideurs RH, une note moyenne de confiance qui est 6,7 sur 10. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur ce jalon du 7 sur 10. Là, vous voyez, même si c'est un petit peu moins préoccupant, puisqu'on a quand même 52 plus 12, les 2 tiers de nos responsables RH qui donnent des notes de 7 à 10. Mais ce niveau de confiance est encore un peu plus dégradé du côté des salariés, avec une note de seulement 6,1 sur 10. Donc, pour conclure sur ces principaux résultats de l'étude, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui sont disponibles si vous le demandez auprès de Préventec, on voit bien que la QVCT est une priorité affirmée dans les organisations aujourd'hui, mais on a vu qu'il y a quand même un décalage de perception entre RH et salariés. Il y a des enjeux de visibilité, d'appropriation des actions, une efficacité qui est jugée comme relativement mitigée, y compris même, on l'a vu, par les RH eux-mêmes, et du fait de finalement une approche qui a du mal à s'intégrer dans un vrai pilotage global de la performance managériale de l'entreprise. Quelques chiffres à rappeler, moins de 30% des actions qui portent sur la culture managériale et les pratiques de management, moins d'1 tiers de nos répondants RH qui mettent en place de la formation des managers pour ces questions spécifiques de RPS et de santé mentale,
et à peine plus d'1 sur 10 pour qui la QVCT est vraiment une démarche de performance globale. Donc, on sent bien avec tous ces éléments qu'on est à un moment où la QVCT est un peu au défi de passer de statut d'une politique RH, d'un process RH, peut-être parmi d'autres, à celui d'un vrai levier pleinement intégré de pilotage de la performance globale de l'organisation. Voici pour les grands éléments de restitution de cette étude. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques de précision. Alors pour l'instant, on n'en a pas, Voilà, mais on y répondra effectivement si on en a d'autres. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Étienne pour tes éclairages. Alors nous, effectivement, en tant que président du cabinet, je suis très fière d'avoir mené cette première enquête avec vous, avec OpinionWay, parce que en tant que cabinet privé, on a effectivement un certain nombre de conclusions et de constats qu'on fait au quotidien au sein du cabinet avec les missions qu'on mène. Mais là, ça nous permet d'avoir un éclairage qui soit effectivement beaucoup plus large et puis qui soit posé aussi. Et c'est vrai que les chiffres que tu annonces sont les chiffres qu'on constate tous les jours, hein. Donc, nous, on est là depuis bientôt 22 ans, comme je le disais. On était 10 il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a plus de 500 acteurs. Donc, c'est vrai qu'il y a une offre qui est très dense, pas toujours lisible pour les DRH, c'est pas toujours simple de s'y retrouver dans cette jungle de la QVCT entre les éditeurs de logiciels, ceux qui font des ateliers bien-être, les organismes de formation, les cabinets de conseil, les indépendants, etc. Donc, il y a effectivement, par rapport à la structuration de l'offre, bon, il y a pas mal de rachats, de regroupements, etc., qui sont en train de s'opérer depuis quelques années. Donc, peut-être que l'offre sera un peu plus visible. Donc, c'est effectivement un point par rapport à ça. Il y a effectivement aussi le fait qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui mettent en place dans l'entreprise des choses, mais ce n'est pas forcément coordonné. Tous les acteurs ne se mettent pas autour de la table. Donc, les RH, les infirmiers, services QHSE, les élus, etc., chacun met en place ses initiatives à droite et à gauche et finalement, il n'y a pas de regroupement de comité QVCT, comme va nous expliquer tout ça Paulina, et puis de stratégie qui est mise en place. Donc, du coup, ça perd un peu de ses effets. Déjà, et puis en plus, le fait de ne pas avoir de stratégie avec un comité QVCT, il n'y a pas d'indicateurs qui sont mis en place et donc du coup, on ne peut pas calculer le ROI. Donc, c'est ce que tu montres effectivement dans l'étude. Et donc, ce que demandent les directions générales, en règle générale, c'est un ROI. Je dépense, combien ça me ramène, combien on peut récupérer. Et quand on met, quand on fait ce type de mission bout à bout, combien coûte en interne effectivement, les accidents du travail, maladies professionnelles, les intérimaires, voilà, donc toutes les actions qui sont mises en place en interne, etc. On se rend compte qu'effectivement, les cotisations obligatoires, etc., que c'est des chiffres qui parfois qui donnent mal au crâne, hein, parce que c'est des chiffres assez exorbitants. Et nous, on se rend compte en interne depuis des années que mettre en place une stratégie QVCT, effectivement, il y a un ROI à court, moyen et long terme qui est vraiment palpable. Donc ça, c'est un élément important. Et après, je ne vais pas tout documenter, mais il y a aussi un point qui est pour nous très, très important en interne, hormis ceux que je viens de citer, les 3 leviers qui sont quand même pour moi essentiels sur la mise en place d'une stratégie QVCT, c'est aussi les managers. Et donc là, les managers, ils ont été un peu laissés pour compte depuis la crise sanitaire. Alors, tout le monde le relève. Vous avez déjà fait des enquêtes avec d'autres partenaires, des confrères qui sont spécialisés sur les risques psychosociaux. On sait qu'ils sont en souffrance, qu'ils ne sont pas assez outillés, on ne leur donne pas les moyens de monter en compétences. Et donc, je pense que si en 2026, on doit se fixer un des objectifs dans la to-do list, c'est effectivement peut-être de s'occuper des managers qui sont vraiment en souffrance et qu'il va falloir faire monter en compétences, leur donner les moyens de pouvoir gérer leurs équipes et de gérer leurs équipes correctement avec les bons outils. Parce que gérer à distance avec le télétravail, ce n'est pas simple, mais quand on manque d'outils et d'expérience sur le sujet, donc c'est vrai, pour nous, c'est un gros point d'attention pour 2026, cette cible prioritaire. Je ne vais pas en dire plus, simplement, donc je vais laisser la parole à Paulina, qui va expliquer effectivement le type d'action et ce sur quoi il faut être vigilant dans l'entreprise pour mettre en place une stratégie QVCT. Si vous souhaitez avoir les résultats de l'étude complète, on pourra vous les fournir à partir du 12 mai, parce que nous organisons sur Paris Santé Campus, en partenariat avec la Direction Générale de Paris Santé Campus, la MGN, et puis on va avoir une belle table ronde avec de beaux experts. Et donc, le 12 mai, Paris Santé Campus, de 17h à 19h, nous organisons un événement physique et à la suite de quoi on pourra vous fournir le résultat de l'étude si vous le souhaitez, et vous pouvez vous inscrire dès maintenant à cet événement. Donc, il y aura lieu le 12 mai, comme je vous le disais.
Donc, Paulina, je te laisse le micro parce que je suis très bavarde. Donc, du coup, je vais me contenir et je te laisse la parole pour la suite. Merci beaucoup. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ma part, je vais vous présenter les constats qu'on peut observer sur le terrain en tant que consultant intervenant sur ces sujets autour de la QVCT. Et peut-être, effectivement, il est important de noter que les constats qu'on pouvait voir depuis des années, effectivement, on les retrouve tout à fait dans les chiffres présentés par Pierre-Étienne, tout à fait dans les différentes conclusions statistiques. Donc, on va les repasser un tout petit peu ensemble. Déjà, peut-être, petit point d'introduction, la QVCT, on parle beaucoup de la QVCT. Sans réellement se mettre d'accord de quoi parle-t-on réellement au sein de l'entreprise. Donc, si on regarde la définition de l'ANACT, aujourd'hui, la démarche qui est proposée donc, par l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, on nous dit que c'est une démarche qui comprend 3 dimensions. Certes, il y a des thématiques, il y a des sujets sur lesquels on doit travailler, et le sujet prioritaire reste les conditions de travail, dans quelles conditions on réalise le travail, mais c'est aussi une démarche, donc une démarche qui part des ambitions stratégiques, des ambitions qui visent à articuler encore une fois la santé, comme Pierre-Étienne l'a présenté, donc quelque part une injonction paradoxale, mais qui n'est pas du tout paradoxale. En fait, c'est tout à fait une démarche gagnant-gagnant qui vise à articuler la santé, mais aussi la performance de l'entreprise. D'autres ambitions qui peuvent être très spécifiques en fonction des structures, améliorer le travail, améliorer la performance, etc., peut-être fidéliser, peut-être recruter, ça dépend des ambitions. Et ensuite, il y a la méthode, il y a la partie méthodologique qu'on va mettre en place pour atteindre effectivement les objectifs qu'on se fixe. Or, très souvent, en fait, dans les entreprises, on se concentre beaucoup sur les thématiques, les sujets, santé mentale, troubles musculo-squelettiques, conciliation pro-perso, et on ne travaille pas suffisamment sur les ambitions. Pourquoi on adresse ces sujets-là et comment? Comment est-ce qu'on a décidé que ces sujets-là sont prioritaires? Comment on va les adresser? Comment on va suivre les actions? Donc, nous, les différentes limites très fréquemment observées sur le terrain par nos ergonomes, nos psychologues, nos consultants sont les suivants. Première chose qui revient beaucoup et qu'on retrouve également dans les données présentées par Pierre-Étienne, c'est qu'effectivement, très souvent, la démarche n'est pas portée en interne. On peut la confier aux ressources humaines, aux collaborateurs QHSE, par exemple. Il n'y a pas de portage en interne. Sauf que le portage en interne, il sous-entend bien évidemment la discussion sur les ambitions, sur les objectifs, un engagement visible, en fait, formalisé de la direction. Et c'est de là que découlent effectivement les ressources qu'on nous donne pour mener cette démarche. On peut parler du temps, on peut parler de la méthode, des formations, etc. Il est très important d'avoir le sponsoring au sein du CODIR de la démarche pour qu'il ne s'essouffle pas. Parce que très souvent, lorsqu'il n'est pas priorisé, comme on montrait les chiffres de l'étude, effectivement, on a du mal à la piloter, on a du mal à mesurer les effets. Et comme notre étude elle montre également, effectivement, ce qu'on constate beaucoup sur le terrain depuis des années, c'est que très souvent, les managers de différents niveaux, donc toutes les strates managériales ne sont pas impliqués en fait. Parfois, les managers, des middle managers, des managers de proximité nous disent de ne pas être au courant de ce qui se fait au niveau de la QVCT. Or, le manager, c'est un acteur parmi les principaux acteurs de la santé et de la QVCT. On a également... on a beaucoup constaté, effectivement, sur le terrain, c'est que très souvent, la démarche est descendante. Donc, la direction, les services humains, etc., constatent des actions qu'ils vont mettre en place sans forcément demander aux collaborateurs quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, quels sont les sujets prioritaires sur lesquels il faut agir. Et très souvent, du coup, comme l'ont montré les statistiques présentées tout à l'heure, ça donne du coup de la déception parce que les actions proposées ne correspondent pas aux attentes. Il y a une évaluation qui peut être mitigée de l'efficacité des actions, puisqu'effectivement,
il ne découle pas des attentes réelles. Et effectivement, on peut s'y perdre très, très rapidement. Et donc, l'objectif, encore une fois, c'est d'abord de passer par un diagnostic, de mettre en débat collectivement ce sujet, de voir sur quoi on a besoin de travailler, quels sont les sujets prioritaires et de ne pas se tromper de la cible, ne pas donner à boire aux personnes qui ont faim et vice-versa. Donc vraiment de partir des besoins des personnes pour ne pas avoir ce sentiment effectivement de déception ou que les actions proposées ne correspondent pas aux attentes. On constate également, c'est quelque chose qui est revenu dans l'étude, on le constate beaucoup sur le terrain, Marjorie et Pierre-Étienne ont parlé de ça, l'absence de suivi concret de la démarche, absence d'indicateurs. En fait, on se lance dans des actions qui peuvent être un tout petit peu dispersées, sans réelle consultation entre les différents acteurs en fait de la QVCT. Ça peut être le service RH, service QHSE, médecine du travail, etc. On a du mal à mesurer les impacts, on a du mal à piloter cette action, enfin les différentes actions, la démarche en tant que telle. Et donc, effectivement, ce qui est très important, c'est de poser le cadre clair du pilotage dès le début, de fixer, en fait, de nommer le comité de pilotage qui serait effectivement, qui doit être représentatif de différents niveaux, de différents métiers, de différents aussi acteurs de la santé, pour pouvoir piloter les actions, mais aussi les valoriser. C'est quelque chose qu'on constate aussi très souvent, ce manque de valorisation de ce qui fonctionne, de ce qui a été apprécié, de ce qu'on souhaite ancrer en fait dans les pratiques quotidiennes en fait. C'est quelque chose qui est revenu aussi dans la question qui porte sur qu'est-ce qui peut empêcher effectivement la mise en place de la démarche. Certes, il y a le manque de temps, mais il y a aussi le manque de ressources et de la méthodologie. Souvent en silence, un tout petit peu à l'aveugle, en essayant de piocher un tout petit peu dans l'offre qui existe en externe, mais aussi en interne, mais on peut manquer de méthodologie. Donc c'est pour ça qu'on préconise d'un côté effectivement la formation de ce comité QVCT qui pilote les actions, mais aussi la formation des différents acteurs internes, y compris les managers de différents niveaux. Et enfin, effectivement, ce qu'on constate, c'est que très souvent, non seulement les actions proposées ne partent pas des besoins réels, mais souvent, ils ne sont pas priorisés et on peut passer à côté des sujets principaux, les sujets les plus impactants, qui impactent le plus le bien-être, la santé physique et mentale des collaborateurs. Ou parfois, on peut vouloir être trop ambitieux et aller sur tous les sujets en même temps et s'y perdre en fait. Donc, il est important de rester réaliste, de savoir prioriser les actions à court, moyen, long terme et d'y aller par palier. Donc, encore une fois, c'est le sujet de priorisation par le COPIL QVCT qui est important. Donc, quelques astuces, enfin en tout cas quelques conseils de notre part pour réussir votre démarche QVCT. Première étape très importante, on se met d'accord. Donc, il y a le côté ambition et pilotage. Quelles sont nos ambitions? Pourquoi on met en place cette démarche? Comment on va allier la santé et la performance? Donc, avoir l'engagement clair de la part du CODIR, avoir effectivement une instance de suivi et les moyens. Le temps détaché, le budget réservé, les créneaux QVCT qui sont protégés. Et on a déjà accompagné plusieurs clients sur la création de ce type d'instance. On peut aller jusqu'à la création de la charte de fonctionnement de cette instance, feuille de route, calendrier, etc. Tout ce qui va nous permettre d'ancrer la démarche dans la durée, de donner de la visibilité sur les actions, de pouvoir les mesurer. Effectivement, cette instance, elle a besoin d'être formée aux différentes thématiques qu'ils vont adresser. Ça peut être la santé, la prévention des risques physiques, santé mentale, l'ergonomie, etc. Il faut également former les différents acteurs de la prévention, de la santé de la QVCT. Et très souvent, en fait, les managers, ils sont oubliés. Non seulement ils ne sont pas associés, ils ne sont pas formés, en fait, ils ne sont pas consultés. Et très souvent, lorsqu'on pose la question, encore une fois, aux managers, middle manager, manager de proximité, ils ne sont même pas au courant de ce qui
se passe au niveau de la démarche QVCT, donc il est important de les impliquer. Effectivement, on a dit que très souvent, les actions ne correspondent pas aux attentes. Parfois peuvent être même décevantes par rapport au vécu des collaborateurs. Premièrement, il est important, bien évidemment, de communiquer sur la démarche. Qu'est-ce qu'il vise, quelles sont nos ambitions, quelle est notre méthode, qui sont les acteurs, et puis on fait le diagnostic. L'idée, c'est de ne pas proposer les actions parce qu'on a aimé la plaquette, parce qu'on trouve le sujet, nous, intéressant, mais de partir des besoins des personnes, des équipes. Et très souvent, leurs besoins touchent aux conditions de travail, à l'organisation du travail. Et donc, tout de suite, ça nous permet de rallier le sujet à la performance, parce que je dirais 70% d'actions QECT visent à améliorer l'organisation du travail et la performance de l'entreprise, en fait. On est beaucoup sur des aspects organisationnels, conditions de travail, etc. Mais il est important de réaliser ce diagnostic pour, encore une fois, prioriser nos axes de travail et savoir quels sont les sujets les plus d'actualité et quitte à se faire un programme à 3-5 ans. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit derrière dans la feuille de route qui doit effectivement nous permettre non seulement de prioriser à court, moyen, long terme, mais aussi de nous fixer des indicateurs qui vont nous permettre de suivre les actions. On a parlé tout à l'heure de l'état d'esprit héroïste, des héroïs. Effectivement, c'est important. C'est important pour le copil, c'est important pour le codir, c'est important pour toutes les personnes en fait de voir que les actions qu'on met en place permettent d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer le travail, d'aller vers le travail qui donne satisfaction, sentiment de fierté, d'épanouissement, etc. Donc, il est important de pouvoir mesurer ces indicateurs. Ensuite, effectivement, il y a toujours une période d'expérimentation, de déploiement qui est progressive. Ça ne sert à rien d'être trop ambitieux, de déployer les actions à l'échelle globale. On teste sur des périmètres, sur des actions. On se réunit, on regarde, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ajuste, est-ce qu'on arrête. On peut se tromper, ça arrive qu'on se trompe, qu'on mise sur une action qui nous paraît cohérente, correspondante aux attentes, et on se rend compte qu'effectivement, il ne donne pas satisfaction. C'est normal, ça fait partie de la vie, de la démarche QVCT. Il faut savoir aussi réajuster nos actions, parfois arrêter certaines actions lorsqu'ils ne donnent plus satisfaction. Et la coordination managériale, elle est très importante à ce moment-là, d'associer les managers, en fait, parce qu'ils connaissent comment ça se passe dans leurs équipes, qu'est-ce qui donne satisfaction, qu'est-ce qui est plutôt source de déception ou d'insatisfaction. Donc, il est très important de ne pas les oublier. Et encore une fois, pour terminer, effectivement, il est important de savoir valoriser ce qui fonctionne, de pérenniser ce qui fonctionne, de pouvoir communiquer, encore une fois, sur les réussites. Et même lorsqu'une action n'a pas donné satisfaction, c'est important de communiquer dessus, de dire que voilà, cette année-là, on a testé tel et tel dispositif. On a constaté que peut-être ce n'était pas à 100% satisfaisant. On propose autre chose, mais il est important de donner de la visibilité aux équipes, aux managers, aux représentants du personnel, puisque c'est une démarche qui est vivante, en fait, qui s'inscrit dans la durée, ce n'est pas du one-shot. Et donc, comme c'est une démarche vivante, il faut donner de la visibilité sur cette démarche. Voici sur la partie vraiment les conseils clés, les enseignements en tout cas qu'on tire du terrain et qu'on peut mettre en parallèle avec les résultats de l'étude. On regarde rapidement s'il y a des questions et on vous propose effectivement de continuer s'il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Il y a eu sur les subventions, mais effectivement, on ne va pas en parler aujourd'hui, donc j'ai proposé qu'on fasse un point en face à face. On laisse continuer, Paulina. Hop. Bon, là, vous allez avoir un tout petit peu le résumé de tout ce qu'on vous a présenté avec Pierre-Étienne et de notre vue côté terrain, de notre expérience, effectivement, les différentes étapes à respecter pour bien réussir votre démarche QVCT.
On passe au témoignage client. Juste une petite parenthèse pour rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, bon, ça fait moi 24 ans que je suis dans la prévention et 22 ans chez Préventec. Malheureusement, aujourd'hui, par rapport à toutes ces remontées qu'on peut faire à travers l'enquête, à travers notre expérience et puis les clés de lecture que tu nous donnes, Paulina, on se rend compte qu'on a malheureusement 80 à 90% de nos clients qui nous sollicitent pour des missions ponctuelles, mettre en place des formations, ou mettre en place des ateliers bien-être, ou mettre en place juste un baromètre sans derrière co-construire le plan d'action avec les équipes, etc. Donc, bon, c'est bien d'avoir des initiatives. Il vaut mieux faire des choses que de rien faire, bien évidemment. Mais c'est effectivement, si on veut que ça marche, c'est pas comme ça, en fait, qu'il faut fonctionner. C'est vraiment d'avoir une stratégie globale et de mettre en place avec les différents acteurs, donc les sujets. Aujourd'hui, on n'a que 15%, maximum 20%, mais 15% de nos clients qui ont des stratégies globales. Et on peut le voir quand on accompagne des clients pendant 2 ans, 3 ans, voire 5 ans sur certains sujets, parfois plus longtemps, mais en tout cas sur ces stratégies-là, c'est plutôt du 2, 3, 5 ans, on se rend compte que ça marche et qu'on a des vrais résultats à court, moyen et long terme. Donc, c'est vraiment les clés. Et il ne faut pas que ça fasse peur, hein, parce qu'en fait, on s'adapte à chaque taille d'entreprise, à chaque organisation. Quand je dis entreprise, ça peut être public aussi, ça peut être des services ou autres. Mais il ne faut pas que ça vous fasse peur et que vous trouviez ça effectivement trop ambitieux, parce qu'on s'adapte à toutes les organisations. Et donc, le dispositif est mis en place à petite, moyenne ou grande échelle en fonction des clients qu'on a. On a des TPE, des PME, des grands groupes, donc vraiment tout type d'organisation qui viennent nous voir. Et donc, le dispositif est effectivement mis en place par rapport à ça. Et on analyse vraiment tout ce qui est mis en place déjà dans l'organisation depuis un certain nombre d'années sur ces sujets-là, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ensuite, ça nous permet de construire avec vous donc cette fameuse stratégie QVCT et de réunir les bons acteurs autour de la table et puis de vous embarquer sur des actions qui soient vraiment intelligentes, agiles et puis pérennes. Pour nous, effectivement, le réajustement dont parlait Paulina, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le plan d'action, et la réévaluation à 6 mois, 1 an de toutes les actions et de pouvoir travailler au quotidien sur le calibrage des actions qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, et d'avancer step by step avec l'entreprise, c'est vraiment notre ADN, et c'est ce pourquoi nos clients, effectivement, viennent nous voir. Donc maintenant, on va avoir un de nos clients, donc effectivement de longue date, depuis 2009, qu'on est partenaire d'IKEA France. Donc je suis ravie de t'accueillir, Cyril. Merci beaucoup de te prêter à l'exercice. C'est pas toujours simple. Donc du coup, je te laisse effectivement présenter toutes ces démarches QVCT que tu mènes en interne, qu'on mène avec IKEA effectivement depuis 2009. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire le lien avec tout ce qui a été présenté depuis le début du webinaire, autant avec les indicateurs qui ont été partagés, avec la vision direction RH versus la vision des salariés, qui permet d'avoir une vision actuelle sur les besoins, les demandes de chacun, et aussi les super conseils de Paulina. Je vais rebondir un petit peu sur tout ça. Paulina a parlé de l'ANACT tout à l'heure, qui est quand même une référence. Donc, je vais m'appuyer également aussi sur l'ANACT, avec un outil visuel que tout le monde connaît, je pense, la fleur de la QVCT, la fameuse marguerite. Et du coup, je vais parler un petit peu de l'expérience IKEA, mais en version jardinage. J'aime bien vulgariser un petit peu les démarches de prévention pour les rendre accessibles. Comme il a été dit tout à l'heure, oui, ça fait de nombreuses années qu'on travaille en partenariat avec Préventec. Et je pense qu'en lien avec ce qui a été dit tout à l'heure par Pierre-Étienne, comme je vous ai dit, j'essaye de faire le lien, IKEA s'est retrouvé à un moment donné confronté aussi à une offre, avec un besoin d'améliorer les conditions de travail des salariés, mais avec une offre aussi, avec différents prestataires qui proposent plein de choses. Et toujours cette question de ROI, qui était vraie il y a plusieurs années, qui l'est toujours. Et si je fais le lien avec le jardinage, avec cette fameuse marguerite de la QVCT, je pense que IKEA a pu aller à un moment donné voir un premier fleuriste en exprimant sa demande. Je voudrais un joli bouquet de marguerites pour offrir à mes salariés. OK, le fleuriste peut répondre
tout simplement, ok, pas de souci, je peux vous faire un bouquet. Est-ce que vous voulez qu'il soit emballé? Est-ce que vous voulez un petit mot dessus? Ah oui, très bonne idée, je veux un petit mot. On va marquer faire du bon travail dans de bonnes conditions. Et comme ça, je pourrais l'offrir à mes salariés. Sympa, sympa. Mais Ikea s'est dit, bah non, je vais aussi aller voir s'il y en a d'autres qui me proposent d'autres choses. Et là, du coup, ils sont orientés sur un fleuriste qu'ils connaissent bien et qu'ils connaissent depuis plus de 15 ans maintenant, ce fleuriste qui s'appelle Préventec, et il lui a fait la même demande. Je voudrais un super joli bouquet de marguerites pour offrir à mes salariés. Et là, par contre, le discours a été différent en disant tout simplement, OK, par contre, le risque, c'est si je vous donne un bouquet comme ça tout de suite, il n'y aura pas les racines sur les fleurs. Et dans un certain temps, une semaine, 2 semaines, un mois, vos fleurs vont faner. Je vais vous proposer autre chose. C'est de vous accompagner pour planter des marguerites. Ah, ça peut être intéressant. C'est vrai que sur le coup, c'est peut-être plus cher que juste le bouquet de fleurs. Par contre, à long terme, ça voudrait dire que je pourrais avoir des fleurs régulièrement, toute l'année, et que je pourrais en profiter. Mes salariés pourront en profiter. Donc la démarche, Ikea l'a trouvée super intéressante et a accepté en fait l'accompagnement de ce fleuriste Préventec, justement dans cette culture de marguerite. Par contre, le fleuriste a dit, il va falloir que je comprenne quand même mieux le besoin. C'est juste des marguerites, comment on va faire pour pouvoir vous accompagner sur ce projet. Dans un premier temps, le mieux, ce serait de savoir comment on va l'organiser, quelle est votre perception. Je vous conseille un petit peu de partir sur une démarche collective. Vous connaissez le principe des jardins partagés? Eh bien, c'est ça. En associant un petit peu tout le monde. C'est ce qu'a fait Ikea, en essayant d'embarquer le maximum d'acteurs, que ce soit au niveau de la direction, responsables RH, des managers de proximité, chefs d'équipe, élus et salariés. Et là, on était vraiment dans cette vision de jardin partagé. Ensuite, notre fleuriste nous a demandé, exactement, il va falloir que je fasse un tour de votre entreprise parce qu'en fait, il y a certains facteurs qui vont venir influencer le fait d'avoir des belles fleurs. Là, sur ces facteurs-là, on va pouvoir refaire le lien avec différentes problématiques qu'on connaît en entreprise. Par exemple, les risques psychosociaux, le fait d'avoir des documents qui soient à jour, tels que le document unique, le PAPRI Pacte, et ainsi de suite. Tout simplement pour avoir des fondations qui soient solides, pour bien préparer le terrain, parce que ça, c'est une vraie nécessité. Et également, avoir une méthode, parce qu'on ne peut pas planter les fleurs n'importe où et n'importe comment. C'est un état des lieux. Et cet état des lieux, il est primordial pour pouvoir axer sur les mesures qu'on va souhaiter mettre en place. Et pas y aller un petit peu, comme on dit vulgairement, au doigt mouillé. Ensuite, on nous a proposé de former toutes les personnes qui vont intervenir sur ce jardin partagé. Parce qu'ils ne sont pas tous jardiniers. Ils ont besoin qu'on complète un petit peu toutes ces compétences-là. C'est ce qu'on a fait également avec Préventec, qui nous a accompagnés sur énormément de formations. Ça passe par l'ergonomie pour les managers, pour les salariés, tout ce qui est bien sûr recyclage, les échauffements, bien sûr les RPS, et je reviendrai dessus parce que toujours en lien avec le jardinage et les plantations et l'image de l'annexe sur laquelle je vais revenir juste après. Également d'autres sujets d'actualité sur les incivilités qui étaient nécessaires. Et encore d'autres sujets qui, là, sont encore plus actuels chez nous parce qu'on sort d'élections professionnelles avec tout ce qui est formation en SSCT pour nos membres CSE. Et derrière, il faut faire vivre au quotidien ce fameux jardin partagé. Si on veut avoir des belles fleurs toute l'année, c'est comment on va venir pérenniser la démarche. Chacun avec son rôle et ses responsabilités en termes de jardinage, comment j'assure l'entretien de mon potager, de mes fleurs, comment je viens les arroser régulièrement, parce que si je ne le fais pas, mes fleurs vont faner. Et là, c'est pareil, on a eu un bel accompagnement aussi, justement, avec du développement de compétences,
sur les différentes actions qu'on peut mener au quotidien pour préserver un petit peu tout ce qui a été mis en place, avec la création de référents en interne, le dialogue social qui a été renforcé aussi par différentes interventions et l'accompagnement de Préventec, ce qui fait que voilà, on commence réellement à avoir une démarche qui s'est structurée. Alors, c'est quelque chose qui prend du temps pour avoir un beau potager, de belles fleurs, mais on est tous à peu près sur des mêmes contraintes de temps, de compétences. Alors, effectivement, on peut se faire accompagner par plusieurs personnes. Il faut bien choisir les personnes qui vous accompagnent sur toute cette démarche-là. Parce que bien souvent, on n'a pas le temps, pas les compétences. Et c'est bien aussi de pouvoir s'appuyer sur de vrais conseils et sur des conseils d'experts, surtout sur ces thématiques-là. Comme si je reviens un petit peu sur la Marguerite de l'ANACT, qui parle de 6 grands axes qui constituent cette démarche-là. Il y a pas mal de parties prenantes et on ne peut pas être expert sur tous les sujets. Tout simplement. Donc là, j'ai parlé jardinage. Et merci l'ANAC pour cette représentation visuelle. Moi, j'aurais même été plus loin, parce que je l'ai abordé tout à l'heure avec les racines. Moi, sur cette marguerite, j'aurais rajouté en fait la tige avec les racines qui représenteraient les salariés, qui représenteraient nos fondamentaux, les basiques en fait du travail, ce sur quoi on se base, sur le quoi on se base, sur nos règles, et également le terreau. Et là, ce serait plus le terreau. Moi, je mettrais la prévention des risques psychosociaux. Parce que pour moi, voilà, si je reprends les 6 grands axes de cette marguerite-là, je retrouve les composantes des risques psychosociaux. Mais ça, c'est la représentation de l'ANAC. Moi, je suis Ikea. Et j'aurais peut-être pas mis une marguerite, j'aurais mis un meuble Kallax, enfin une notice de montage d'un meuble Kallax, avec 6 grandes pièces à monter soi-même. C'est une autre représentation, c'est une représentation plus du coup Ikea, mais dans le principe que, effectivement, chez Ikea, c'est des meubles en kit. Je peux avoir 6 pièces que je vais monter moi-même et dans la définition, plus tard, je vais être fier parce que ce soit un meuble Kallax ou que ce soit autre chose, je vais le monter moi-même. Et ça, je vais en être fier et je vais le protéger. J'aurais pu aller acheter le même meuble déjà tout prêt, livré à domicile, à total, mais on n'y fait pas attention de la même manière que quand on a participé et quand on l'a construit nous-mêmes. Tout simplement. Donc, je vais faire une proposition peut-être à l'ANAC de revoir avec une notice de montage d'une Kallax, avec les petits personnages qu'on voit, comme quoi il faut le monter à plusieurs et ainsi de suite. Peut-être ils vont accepter, je ne sais pas. On verra. En tout cas, merci beaucoup Préventec, en tout cas pour vos conseils au quotidien et puis pour votre soutien. Puis de toute façon, on continue à travailler ensemble encore pendant de belles années, j'espère. Écoute Cyril, merci, merci pour ta présentation qui était étonnante mais rafraîchissante. Donc, je ne m'y attendais pas, mais c'est sympa. C'est vrai que déjà, ça se construit ensemble. Donc, ce n'est pas simplement soit l'entreprise, soit l'expert. Nous, notre objectif depuis 22 ans, c'est d'acquérir les compétences au quotidien. Donc, on a un énorme travail en interne de monter en compétences de nos équipes au quotidien. Et donc, pour être effectivement, avoir le couteau le plus aiguisé possible en fonction des problématiques. Et le choix d'avoir les 3 pôles sécurité au travail, ergonomie et toute la partie RPS, management responsable et bien-être chez Préventec, c'était un choix pour moi dès le début. Parce que, comme on le voit avec le cas Ikea, effectivement, la QVCT, ça touche à plein de choses en entreprise. Donc, c'est à la fois le document unique, qui est quand même le socle de la prévention, même si ça enquiquine tout le monde de faire son document unique depuis 2001. C'est vraiment, quand il est bien fait et fait dans les règles de l'art, c'est vraiment un très bon outil de pilotage en interne. Et ça permet derrière de voir quelles sont les défaillances dans l'entreprise et les points sur lesquels on doit insister, que ce soit l'ergonomie, les risques psychosociaux, les problèmes organisationnels, etc. Et donc ça, c'est vrai que voilà, le fait d'avoir ce terrain de jeu sur les 36 unités, les 4 dépôts, etc., ça nous a permis de pouvoir accompagner effectivement Ikea sur tous ces sujets-là. On a fait des diagnostics en ergonomie, des études de poste sur des services de logistique. Quand on a fait ces diagnostics, on a mis en place, derrière, on s'est rendu compte qu'il fallait faire des études de poste plus poussées, mettre en place les diagnostics pénibilité sur tout le périmètre depuis 2 ans.
pour remplir les obligations légales, mais faire des formations, monter en compétences effectivement les équipes en interne. Comme le dit Cyril, on ne peut pas toujours faire appel à des experts parce que ça coûte cher de faire appel à des experts. Donc, quand il y a des dispositifs de subvention, on essaye de les mettre à disposition quand c'est possible. Mais aussi, ce qui est important, c'est de voir en interne quels sont effectivement les acteurs qu'on peut mobiliser en interne. Il y a des gens qui ont des compétences, donc se servir de leurs compétences, de les réunir autour de la table, de les faire monter en compétences, de faire monter d'autres personnes en compétences, en ayant des référents, des ambassadeurs, on les appelle comme on veut selon les sociétés. Et ça, c'est le travail vraiment qu'on fait au quotidien chez Préventec Consulting, c'est que les entreprises ne restent pas dépendantes de nous. Éventuellement, on intervient à 100%, à 80%, à 50%, à 20% et à 10%, et juste avoir un œil et juste quelques conseils au bout de quelques années. Mais l'objectif, c'est vous donner les clés de la maison, les clés du jardin, pour reprendre effectivement ton analogie, et puis que vous puissiez être autonome pour cultiver votre jardin et profiter de vos fleurs tous les jours. Et ça, c'est important. Alors, l'ANACT est totalement en phase avec ça, et la CARSAT aussi. Ils nous ont poussé il y a plus de 10 ans sur ces sujets-là pour former des référents, mettre en place des programmes de formation de référents, des programmes d'accompagnement. C'est pour ça qu'on a créé des boîtes à outils importantes avec le coaching, l'analyse des pratiques professionnelles, le codev, la médiation, etc. Plein de belles choses qui permettent les formations de référents à l'ergonomie, avec des jeux qu'on a créés pour donner les clés, que ça soit ludique, que ça soit... Parce que parfois, ça peut être barbant. La QVCT, c'est pas que faire des cours de yoga et faire la pop-up girl. C'est aussi des choses parfois qui peuvent être effectivement... pas très agréable, et donc on a essayé de rendre ludique un petit peu tout ça, et puis de communiquer. Et ça, vraiment, c'est un point, j'en parlais encore, je suis intervenue pour nos héros il y a 2 jours devant 120 décideurs, et je leur disais, la clé du succès, c'est la communication. Alors ça, nous, on l'a bien compris, on a mis en place chez Préventec effectivement un accompagnement sur la communication pour embarquer tout l'écosystème, du collaborateur qui est tout en bas, les chefs d'équipe, les managers, les élus, la direction, le CODIR, le COMEX. Alors là, en plus, quand on a un sponsoring du COMEX, c'est extraordinaire parce qu'on peut y aller, quelles que soient les tempêtes qu'on peut affronter. Notre jardin sera toujours là, et puis on va le protéger, et puis on va bien s'en occuper. Et donc, c'est vraiment quelque chose, des clés qui sont vraiment très importantes pour nous. Donc, travailler sur la communication pour embarquer tout le monde selon le secteur d'activité et les moyens. Ça va être de la motion design, ça va être de la bande dessinée, de l'illustration, des vidéos corporate, des affichages, des webinaires, etc. Donc, on crée tous ces outils pour pouvoir mettre en place et en lumière la stratégie que va décider la direction, et puis avoir de la visibilité. Ça, c'est très important pour les collaborateurs, d'avoir de la visibilité sur les actions qui vont être mises en place dans mon organisation, à quelle échéance, qu'est-ce qui va être mis en place, ce en quoi on va être sollicité les uns les autres. Et donc, tout ça, c'est la réussite du projet. Et quand on arrive à cocher toutes ces cases-là, c'est vraiment extraordinaire, et ça permet d'avoir une démarche pérenne. Ce n'est pas juste un investissement à court terme, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. Il y a un ticket qui est mis, un budget, et puis malheureusement, il y a plus d'effet parce que ça retombe comme un soufflet. Et vraiment, par rapport à ce que disait Cyril, de former des référents en interne, des référents à l'ergonomie, des référents pour animer des séances d'activité physique dans les entrepôts ou dans les services logistiques à 5h, 6h du matin, etc., pour réveiller le corps. Des référents sur le harcèlement, des référents sur les RPS, pour que les gens connaissent les sujets, montent en compétences et sachent de quoi on parle dans l'entreprise, et que les salariés sachent à qui s'adresser dans l'entreprise quand ils ont tel ou tel problème. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment en tout cas la solution gagnante. Donc, voilà tous les conseils qu'on peut effectivement vous apporter. Je pense qu'entre les résultats de l'étude d'Opinionway, les éclairages de Paulina sur ce qu'il faut mettre en œuvre, et puis les éclairages de Cyril, vus de l'intérieur, et puis les obstacles parfois sont nombreux. On a pu le voir depuis 2009, c'est pas toujours simple, quand il y a des changements de direction, quand il y a plus de budget, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, quand il y a des changements de cap, etc. Donc voilà, il faut être agile, et puis et pouvoir continuer. Et quand on a les équipes qui sont formées en interne, c'est toujours plus facile de continuer aussi. Donc voilà, c'était l'objet de ce webinaire. C'était vraiment de vous apporter des éclairages à 360 avec différents axes de lecture. Et puis, on continue tous ces échanges le 12 mai. Donc, comme je vous le disais, sur Paris Santé Campus, à 17h.
Donc, inscrivez-vous nombreux parce qu'il y a d'autres experts. Donc, il y aura toujours Cyril qui nous accompagne et Pierre-Étienne, bien évidemment. Paulina sera dans l'assemblée, mais je prendrai sa place. Mais par contre, il y a d'autres experts aussi qui compléteront ces regards. Et puis, on aura un éclairage un petit peu différent qui sera vraiment lié à la QVCT, mais lié aux technologies. Donc, la technologie au service de la QVCT. Donc, on est dans un monde où on parle beaucoup de technologie, hein, donc de l'IA, des outils, des plateformes, des solutions digitales, etc. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un regard effectivement plus sur ces aspects-là. Donc, c'est vraiment très complémentaire à ce qu'on a vu aujourd'hui. Et ensuite, on pourra vous diffuser donc, notre étude, bien évidemment, complète avec l'ensemble de tous ces enseignements. Merci à tous. Pour l'instant, alors je ne vois pas d'autres questions que sur la partie subvention. N'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes si vous avez des questions à nous poser. Je ne sais pas si Paulina, Cyril ou Pierre-Étienne souhaitent apporter un autre point à tout ce qui a été dit ce matin. C'est le printemps, c'est le moment de faire des belles semis. J'ai trouvé que la métaphore était très très belle. Effectivement, plantons les fleurs plutôt que de faire des bouquets qui vont vite faner. Et plantons collectivement. C'est sûr. Tout à fait. Puis en plus, c'est clair qu'avec l'écologie, la RSE, etc., Cyril, franchement, belle image. On reste connecté 2-3 minutes encore si vous avez des questions à poser. Je vois que Christopher, notre superbe responsable communication, est en train de vous mettre donc, la présentation du webinaire donc, sur le chat. Donc, vous pouvez la récupérer. Et puis, vous pouvez vous inscrire donc, pour le 12 mai. Venez nombreux. On va faire cette présentation sur 1 heure, 1 heure et demie grand maximum et ça sera suivi d'un cocktail. Donc, qu'on puisse se détendre un petit peu après la présentation de tous ces experts et vous pourrez poser des questions en live sur site parce qu'il n'y aura pas de retransmission en visio pour vous inciter à venir nous voir. Donc, c'est à Porte de Versailles, c'est pas très loin. Donc, à part pour éventuellement les provinciaux, mais c'est l'occasion de découvrir Paris aussi. Ça peut être sympa. Et donc, du coup, de pouvoir poser vos questions en live aux différents experts donc, autour d'un verre ensuite, donc le 12 mai. Merci beaucoup, Luce. On a en plus affaire à une grande experte déjà de la QVCT. Si ça vous a éclairé, on en est ravis. C'était effectivement l'objectif de ce webinaire. Soit on était super précis. Merci beaucoup, merci à tous. À toutes. Merci Valérie, Amalia pour vos retours. Bon, bah écoutez, si on n'a pas de questions, on va vous quitter sur ces derniers mots. Et puis, pensez à vous occuper de votre jardin. Il fait beau, c'est l'occasion, le soleil est revenu. La tempête d'hier est partie, donc c'est l'occasion. Merci en tout cas à tous nos experts de s'être rendus disponibles ce matin. À Cyril, je sais que tu as une charge de travail énorme sur l'ensemble de ton périmètre sur la France. Pierre-Étienne, qui est assailli de demande pour mettre en place des études pour toutes les organisations. Et Paulina, qui ne chôme pas, qui est le pôle qui est effectivement le plus sollicité depuis l'année dernière. Et de plus en plus. Donc, c'était un peu le parent pauvre sur les premières années de Préventec. On était plutôt sécurité ergonomie. Et depuis l'année dernière, elle a effectivement énormément de demandes sur tout ce qui est QVCT et RPS. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Paulina pour toutes ces questions-là ou à moi, bien évidemment. Merci à tous. Très belle journée. Et puis, si vous avez des questions... Preventec.net, notre site internet. Vous pouvez effectivement aller voir notre site et puis nous envoyer un mail pour organiser un rendez-vous pour poursuivre les échanges avec vous. Merci et très belle journée. Au revoir.